Ah, la puberté. C'est un mot qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Une étape, incontournable de la vie, mais qui, avouons-le, est souvent entourée d'un certain mystère. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette transformation incroyable, ce fameux passage de l'enfance à l'âge adulte. Alors oui, on a tous en tête cette période, pas vrai? Ce mélange un peu bizarre de maladresse, de grande curiosité. On a le corps qui change dans tous les sens, les émotions qui font les montagnes russes, et puis une tonne de questions qui nous trottent dans la tête. Et ça nous amène à la question centrale. Mais au fond, comment est-ce que le corps humain devient biologiquement capable de se reproduire? Comment on passe de l'état d'enfant à cette capacité de donner la vie? Pour le comprendre, on va devoir plonger dans les mécanismes internes de cette grande transformation. Ok, première étape de notre voyage, le corps en plein changement. On va commencer par ce qui est le plus visible, les signes extérieurs que tout le monde peut constater. Alors là, regardez-moi ces graphiques. Les chiffres, ça ne ment pas. On voit très clairement la masse des ovaires, de l'utérus et des testicules qui explosent littéralement au moment de la puberté. C'est la preuve noir sur blanc qu'il se passe quelque chose de spectaculaire à l'intérieur de nos corps. Donc pour faire simple, c'est ça la puberté. C'est la période pendant laquelle le corps se transforme pour devenir apte à la reproduction. C'est en quelque sorte un passage obligé pour que l'espèce puisse continuer. Ce tableau, il est super utile pour y voir plus clair. Il classe un peu tous ces chamboulements. D'abord, on a le côté morphologique, tout ce qui change sur le corps. Ensuite, le physiologique, c'est-à-dire comment le corps se met à fonctionner différemment. On pense bien sûr aux premières règles ou aux premières éjaculations. Et enfin, et c'est pas le moins important, le côté psychologique, avec ces fameuses sautes d'humeur et ce besoin d'indépendance. Bon, maintenant qu'on a vu les changements en surface, si on allait voir ce qui se passe à l'intérieur, on va plonger dans les rouages internes et on commence avec l'appareil reproducteur masculin. Voilà le plan de la machine. On voit bien les testicules. On peut les voir comme l'usine de production. Et puis, tout ce réseau de canaux qui part de là. Chaque pièce a un rôle bien précis. C'est une mécanique qui est vraiment parfaitement huilée. Et là, il y a un point qui est juste fascinant. Cette production, elle est continue et elle est massive. C'est-à-dire que dès la puberté et jusqu'à la fin de la vie, cette usine produit des millions de spermatozoïdes sans s'arrêter, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est assez incroyable quand on y pense. Allez, suivons le trajet d'un spermatozoïde. Tout commence donc dans le testicule, ensuite il va faire une petite escale dans l'épididyme pour grandir, pour maturer. Une fois qu'il est prêt, il prend la route via le canal déférent. En chemin, il va se mélanger avec des fluides qui viennent de la prostate et des vésicules séminales, ça va lui donner de l'énergie. Et tout ce mélange, c'est le sperme qui sera finalement expulsé par l'urètre. C'est un voyage hyper organisé. Maintenant, faisons la même chose du côté féminin. On va voir comment ça fonctionne, parce que comme on va le voir, c'est une autre mécanique. Alors là, on a les ovaires, les trompes, l'utérus. Et la première chose à noter, la grosse différence avec ce qu'on vient de voir, c'est que ce système-là, il ne fonctionne pas en continu. Il fonctionne par cycle. Et ça, c'est une différence fondamentale. Voilà qui résume parfaitement la différence clé. D'un côté, chez l'homme, une production en continu de millions de cellules. De l'autre, chez la femme, la libération d'un seul ovule, à peu près tous les 28 jours. Et surtout, c'est puisé dans un stock qui est limité. Un stock qui est là dès la naissance. Le parcours de l'ovule est tout aussi bien orchestré. Donc, au moment de l'ovulation, un ovule est libéré par l'ovaire. Il est tout de suite comme aspiré par la trompe de Fallope. Et là, il commence son voyage tout doucement en direction de l'utérus. Alors, la fameuse question. Mais d'où vient le sang des règles? En fait, ce graphique l'explique très bien. Chaque mois, la paroi de l'utérus, qu'on appelle la muqueuse, elle s'épaissit. Elle se prépare, en quelque sorte, à accueillir un embryon. Elle prépare un petit nid douillet. S'il n'y a pas de fécondation, ce nid n'a plus de raison d'être, alors le corps l'évacue. Et voilà, c'est ça les règles. Ok, on a vu les changements, on a vu comment les systèmes reproducteurs fonctionnent, mais il manque quelque chose. Qui donne le signal de départ? Qui est le chef d'orchestre de toute cette opération? Quel est l'interrupteur qui allume la machine? On a vu le quoi, c'est-à-dire les changements, on a vu le comment, les systèmes internes, maintenant il nous manque le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça démarre à ce moment-là? C'est la dernière pièce du puzzle. Et pour ça, c'est la science qui va nous donner un indice crucial. Regardez cette expérience sur des rats. Quand on détruit une petite glande bien précise dans leur cerveau, eh bien le développement s'arrête net. Mais si on leur injecte les hormones produites par cette glande, hop, ça redémarre. La conclusion est claire. La commande ne vient pas des testicules ou des ovaires, elle vient du cerveau. Et là, c'est le moment Eureka. Regardez ces graphiques. C'est la preuve par l'image. Juste au début de la puberté, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on observe un pic, une énorme augmentation des hormones qui viennent du cerveau.
Et cette augmentation, elle coïncide parfaitement avec le moment où les organes reproducteurs se mettent en route. C'est ça, le coup de pistolet qui lance la course. Alors, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, c'est quoi une hormone? Pensez-y comme à un messager chimique. C'est une substance qui est fabriquée par un organe, qui est libérée dans le sang et qui va voyager pour aller donner un ordre bien précis à un autre organe, l'organe cible. C'est un peu le service postal interne du corps. Ce schéma, il résume tout à la perfection. On a la chaîne de commande complète, tout en haut, le cerveau. Il envoie un premier message hormonal. Ce message arrive aux organes reproducteurs, donc les testicules ou les ovaires. En recevant cet ordre, eux, à leur tour, se mettent à produire leurs propres hormones, comme la testostérone ou les œstrogènes. Et ce sont ces hormones-là qui vont ensuite se répandre dans le corps et provoquer tous les changements qu'on a vus au début. C'est une véritable cascade de commandes. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau, les hormones et les organes reproducteurs ne sont pas des pièces séparées. Ils forment un seul et même système, hyper connecté. Un système qui est programmé avec une précision d'horloger pour permettre, au bout du compte, la reproduction humaine. Et ça nous laisse avec une question intéressante. Ce processus biologique, il est universel, mais il est aussi vécu de manière profondément personnelle. Alors, est-ce que le fait de comprendre le mécanisme change notre regard sur ce qui reste un mystère fondamental de l'expérience humaine? Peut-être que décortiquer la mécanique n'enlève rien à la magie du vécu. Au contraire, ça transforme peut-être ce qui semblait juste déroutant en une chorégraphie biologique absolument fascinante.